Alors, bonjour tout le monde, on commence. Mon nom c'est Pierre Campeau, je suis le responsable de l'apprentissage professionnel pour la DFO et je suis avec deux collègues aujourd'hui, Éric Génier, un collègue à la direction au CEPO qui a accepté le contrat avec la DFO pour animer les sessions. Alors, bienvenue Éric, et aussi le docteur Christine Surtam qui est professeure et chercheur à l'Université d'Ottawa et qui a travaillé de façon importante sur les nouveaux curriculums et sur plein de recherches intéressantes en mathématiques. Alors, on est vraiment chanceux de l'avoir avec nous. Bienvenue, Éric et Christine. Alors, aujourd'hui, c'est un réseau d'apprentissage professionnel. On va vous présenter certainement des ressources et puis des concepts, mais ensuite, on veut que vous participiez. Alors, sentez-vous très libre là, de participer. Puis, quand on va vous demander vos opinions, là, vous pouvez allumer vos caméras et vous pouvez parler. OK? Alors, c'est le premier de quelques-uns. Oh, je vais juste admettre des personnes ici. Alors, c'est le premier de quelques-uns réseaux d'apprentissage professionnel qu'on aura cette année. Alors, je vais commencer par la reconnaissance du territoire. Laissez-moi juste faire ça. Je reconnais que je me retrouve sur un territoire ancestral de nations au sein de nations, les détenteurs des droits inhérents de cette terre où vivent de nombreux peuples divers des Premières Nations, Métis et Inuits. Je suis reconnaissant d'avoir la possibilité de travailler et d'apprendre sur ces belles terres dans une communauté de partage. En tant que pédagogue, nous avons tous le devoir d'apprendre, de comprendre et de réparer les effets historiques et actuelle du colonialisme. Nous avons la responsabilité individuellement et collectivement de nous réconcilier avec la terre et les peuples autochtones. Alors, prenez un instant, écrivez votre nom dans le clavardage et dites-nous sur quelle terre vous vous trouvez et comment vous vous réconciliez justement avec cette terre-là et les peuples autochtones. C'est un sujet très d'actualité, n'est-ce pas? Alors, je passe la parole à mon ami Éric. Éric, tu peux partir le bal et nous expliquer ce qu'on fait aujourd'hui. Merci Pierre. Donc, bonjour tout le monde. Donc, ça fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, vous voyez devant vous les résultats d'apprentissage de ce premier réseau. Donc, Pierre, Désolé. mais pas de problème. Donc, notre premier résultat, c'est d'examiner notre rôle en tant que direction adjointe des écoles francophones dans la mise en œuvre du nouveau ou du cours décloisonné, des mathématiques. Aujourd'hui, vraiment, c'est de présenter des ressources ministérielles, dont les pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques. On va mettre en évidence 4 de ces pratiques aujourd'hui et on va discuter de stratégies pouvant appuyer vos enseignants et vous vraiment dans la mise en œuvre de ces pratiques dans votre école. Donc, le tout aujourd'hui s'inspire du cadre de leadership scolaire. Donc, il y a des liens très, très explicites avec le cadre de leadership parce qu'en tant que directeur d'école, nous sommes appelés à collaborer avec les enseignants, les aider à devenir des meilleurs pédagogues, puis d'accroître la capacité de nos enseignants et aussi promouvoir des cultures d'apprentissage coopératif. Donc, il y a vraiment des liens explicites. Puis nous, aujourd'hui, on est avec vous pour vous aider à le faire. Donc, si on passe à la prochaine diapo, nous, vraiment, ce qu'on veut avec les pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques qui ont été publiées en 2020, réellement, c'est d'assurer un enseignement de haute qualité. Donc, cette ressource, si vous ne la connaissez pas, Pierre va la mettre dans le clavardage, son hyperlien, mais bref, c'est très, très, très utile pour une direction d'école parce que chaque stratégie à fort impact ou chaque pratique à fort impact est publiée sur un format de 2 à 3 pages. Donc, vous pouvez vraiment, dans votre journée où est-ce que vous êtes en train de gérer la COVID, gérer les parents, gérer plein d'autres choses que l'implantation du cours décloisonné, vous avez au bout des doigts vraiment une ressource comme quasiment un one-pager, mais c'est un three-pager, mais pour chaque stratégie. Donc, aujourd'hui, on va en explorer quelques-unes avec vous. 4 qu'on a décidé qui étaient probablement les premières, pas à implanter par ordre d'importance, mais celles que vous pourriez prêter un œil dessus. Donc, ces 4 diapos figurent, les 4 stratégies figurent à la prochaine diapo. Donc aujourd'hui, nous allons explorer davantage l'enseignement explicite.
les tâches et les expériences de résolution de problèmes, les outils et les représentations et les conversations mathématiques. Donc, en salle de classe. Donc, commençons avec l'enseignement explicite à la prochaine diapo. Donc, l'enseignement explicite, il faut comprendre, mais pourquoi c'est important? L'enseignement explicite, ça fait longtemps qu'on en parle en éducation, mais parfois, on l'oublie, puis il faut pas la négliger, cette pratique pédagogique. Dans un bloc de mathématiques équilibré, elle a sa place. Mais le but ici, c'est de démystifier c'est quoi et pourquoi on le fait. Donc, pourquoi qu'on voudrait se servir d'enseignement explicite dans nos salles de classe? Parce que c'est une forme d'enseignement intentionnel qui vérifie la compréhension. C'est précis puis c'est concis. Puis peut aussi servir à aller chercher le niveau de compréhension, puis vraiment peut vous aider ou peut aider vos enseignants au niveau du modelage. Mais l'enseignement explicite, qu'est-ce que c'est précisément? Ça précise les concepts clés et les liens qui sont à faire entre les concepts. Elle introduit des modèles, des représentations du questionnement. Elle peut verbaliser la pensée, le vocabulaire mathématique. Elle résume l'expérience qui se passe en salle de classe. Elle peut fournir une rétroaction, peut impliquer toute la classe et peut se faire en petits groupes aussi. Donc, ça n'a pas besoin d'être juste l'enseignant devant la classe avec tout son groupe. Ça peut vraiment être avec des petits groupes. Et elle doit avoir une intention claire et un résultat d'apprentissage clair. Pierre, si tu veux, à la prochaine diapo, tu pourrais cliquer sur l'hyperlien qui nous amène vers la vidéo, une vidéo de 3 minutes qui précise qu'est-ce que l'enseignement explicite davantage. Cette ressource en ligne réinvente la notion d'enseignement explicite. Pensez à rendre explicite. L'enseignement explicite consiste à créer des conditions d'apprentissage, des occasions et des tâches qui permettent à l'élève de remarquer des choses qu'il ne verrait pas autrement. Pensez à découvrir, à rendre visible. L'enseignement explicite fait partie intégrante de l'apprentissage par la résolution de problèmes. Le but n'est pas de montrer et de dire. Mobilisation des connaissances. Un mathématicien a besoin de la compréhension conceptuelle et de la maîtrise des procédés, autrement dit, du pourquoi et du comment des mathématiques. Pensez comme un solveur de problèmes, producteur de savoir, non un consommateur qui dit oui à tout. Ensemble ou séparés, l'enseignement explicite et l'apprentissage par problème exigent que l'éducateur soit connaisseur, intentionnel et à l'écoute, et qu'il emploie des mesures stratégiques d'apprentissage et des procédures au bon moment. Pensez enseignement de précision, savoir qui, quoi, quand et comment. Mais comment y parvient-on? Comme le dit Alan Luke, l'enseignement, c'est comme la danse. Il faut connaître toutes sortes de pas pour pouvoir, en fonction du partenaire et de la musique, passer de la rumba à la samba et même au hip-hop. Quelles compétences faut-il avoir pour ce type de chorégraphie? Il faut savoir évaluer ce que le partenaire de danse, c'est-à-dire l'élève, connaît et ne connaît pas encore. Il faut maîtriser les grandes idées, le curriculum et les trajectoires d'apprentissage, qui constituent la musique guidant les pas. Il faut aussi avoir un bon répertoire de stratégies pédagogiques pour être souple, novateur et réactif. Des stratégies qui permettent d'étayer, de différencier, de bâtir et d'approfondir l'apprentissage de chaque élève. Trouver le bon rythme, pour ainsi dire. Pour commencer, regardez la vidéo animée suivante sur les stratégies de l'enseignement explicite. Chaque stratégie est décrite dans la section sur les mesures à adopter en classe.
2 éducatrices montrent comment l'enseignement explicite fait partie intégrante de leur enseignement par problème en mathématiques. Alors, ajoutez vos pas, montez votre chorégraphie, faites preuve d'innovation et en piste! Donc, merci Pierre. Donc, voilà, une vidéo récapitulative d'éléments que vous devriez reconnaître dans vos salles de classe lorsque vous les marchez, lorsque vous accompagnez vos enseignants. On a mis mais l'enseignement explicite, qu'est-ce que ce n'est pas? C'est pas justement un cours magistral, un peu comme vous connaissez Charlie Brown, où est-ce que son prof était devant la classe et on entendait ouah, 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 ouah. Donc, ça, c'est pas de l'enseignement explicite. Ça, c'est une lecture, OK? Donc ça ne peut pas. Donc, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, c'est un bloc d'enseignement direct où il y a une intention pédagogique qui permet d'aller chercher le pouls de la salle de classe et de faire les liens ou même de corriger certains donc certains liens qui se sont faits donc on n'aurait pas dû faire. Okay? Donc, dans la salle de classe, lorsque les élèves commencent à se familiariser avec un concept, l'enseignement explicite peut servir à activer des connaissances antérieures, introduire du vocabulaire mathématique, peut mettre en évidence des idées mathématiques, peut relier différentes représentations, comme que j'ai dit, peut aussi montrer comment utiliser du matériel de manipulation, des modèles, des représentations. Okay? Lorsque les élèves apprennent, donc au fur et à mesure que les élèves cheminent dans leur apprentissage, il peut servir à renforcer des procédures ou aider les élèves à utiliser des processus plus efficaces ou mettre en évidence ou présenter des conventions mathématiques. Et finalement, lorsque les étudiants sont impliqués, sont dans leur processus d'apprentissage, peut servir à mettre en évidence des liens entre les tâches, les stratégies, puis encourager un processus de métacognition en salle de classe et de pensée critique et créative. La prochaine stratégie à haut rendement ou à fort impact en mathématiques, c'est l'utilisation d'outils et de représentations. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce que les outils comprennent du matériel de manipulation concret ou virtuel. Donc, il y a définitivement du matériel de manipulation comme que vous connaissez déjà, les bacs, les trousses en salle de classe, mais de plus en plus, on pense à un environnement hybride où est-ce que le virtuel est utilisé. Donc, on peut penser ici à nos GeoGebra, on peut penser à nos Desmos, OK? Donc, des calculatrices ordinaires ou virtuelles, des programmes dynamiques. Donc pourquoi? C'est que ça donne aux élèves du matériel et un accès à des outils. Mais le but, c'est des outiller à les explorer puis pour développer leur compréhension. Et plus important encore, ces outils, ils permettent de comprendre le raisonnement des élèves. Donc, ce qui aide des enseignants à cerner leurs idées fausses, c'est développer leur compréhension. Donc, si on passe à la prochaine diapo, se servir d'outils et de représentation, c'est un temps pour modéliser des situations de façon concrète ou imagée, mais ce n'est pas un temps de jeu. OK? C'est certain que ça peut être agréable, mais encore une fois, je reviens à l'intention. Peut permettre d'examiner les relations mathématiques et y réfléchir, mais ça ne devrait pas amener l'élève à arriver à une recette, à des conclusions automatiquement. Donc, c'est un temps pour faire appel à du raisonnement spatial, mais ce n'est pas seulement pour certains élèves. Donc, souvent, on voit que certains élèves ont accès au matériel de manipulation, mais ça devrait être accessible à tous les élèves. Puis, ça crée des occasions de parler des mathématiques puis d'avoir des conversations mathématiques dont on va parler tantôt. Mais ça ne devrait pas être uniquement des tâches indépendantes. Certes, les élèves peuvent s'en servir dans des tâches indépendantes, mais devraient servir de levier pour créer des conversations mathématiques. À la prochaine diapositive, on va voir un exemple parce qu'on a choisi de ne pas vous donner des exemples de matériel de manipulation comme que vous les connaissez déjà, donc le matériel concret. Mais c'est un exemple de matériel
de manipulation informatisée, qui est ici en GeoGebra. Lorsque vous allez recevoir la diapositive, vous allez pouvoir cliquer sur l'hyperlien qui est là. Mais bref, donc c'est une modélisation qui permet de prendre les 3 points du triangle, puis finalement de jouer avec les paramètres du triangle, puis d'aller voir quel lien qui existe entre l'aire du rectangle et du triangle. Donc, de façon beaucoup plus simple et accessible que d'avoir à dessiner plein de triangles et d'en calculer l'aire. Donc, ça rajoute une interactivité, puis ça peut provoquer des conversations mathématiques pour ceux et celles qui travaillent un peu sur les surfaces verticales, les Thinking Classroom, donc des résolutions de problèmes avec des points d'entrée accessibles, mais qui peuvent définitivement permettre la différenciation pédagogique à haut niveau. Éric, Oui, Éric, je peux juste mentionner, je ne sais pas, avec Zoom, je ne suis pas 100% sûr, mais je sais qu'il y en a qui sont arrivés quelques minutes après qu'on avait commencé. J'ai mis le lien de la présentation dans le clavardage. J'ai aussi mis le lien vers le document à fort impact, là. Alors, si vous êtes arrivé plus tard et vous ne voyez pas ça dans le clavardage, faites juste me le dire dans le clavardage et je vais remettre les liens pour vous autres. Merci, Parce que je Pierre. vais m'assurer que les gens aient ça, là, tu sais. Merci, Pierre. C'est apprécié. Pour poursuivre au niveau du matériel de manipulation, donc, c'est un autre exemple qu'on pourrait créer avec un GeoGebra ou un Desmos. Donc, on donne 4 équations, les élèves peuvent les dessiner dans un logiciel. Puis là, donc, par la suite, la question est très ouverte. Où est l'intrus? Mais bref, donc, le matériel de manipulation nous permet d'avoir un problème riche, nous permet d'ouvrir une conversation. Puis la beauté ici, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, la question, c'est de justifier son raisonnement. Donc, les élèves pourraient parler de la pente, les élèves pourraient parler de l'abscisse à l'origine, pourraient parler de l'ordonnée à l'origine. Le but, ce n'est pas de trouver la bonne réponse, mais c'est d'accéder à la pensée mathématique des élèves. Puis, le matériel et les outils de représentation, ils nous permettent d'ouvrir la boîte de Pandora des fois pour certains élèves. Puis c'est ce qu'on veut, c'est qu'on veut un cours de mathématiques qui est accessible pour tous. Si on passe à la prochaine diapo, Pierre. OK, parfait. Donc, on va parler des conversations mathématiques dans notre 3e stratégie à fort impact aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut des conversations mathématiques dans nos salles de classe? J'en ai déjà glissé un mot, mais tu sais, donc pourquoi? C'est que ça profite à tous les élèves et les élèves peuvent approfondir leur compréhension des concepts mathématiques. Donc, si nos élèves peuvent parler, peuvent en discuter, parfois, on est capable, dans un souci de triangulation, d'aller chercher des éléments, donc des atteintes d'attente. Donc, de dire, OK, l'élève comprend tel concept ou peut-être qu'on peut corriger où la pensée s'en va. Donc, si c'est erroné. Aussi, dans nos salles de classe qui sont plurilingues, de plus en plus plurilingues avec des élèves qui ont des besoins sur le plan langagier, mais ça donne aussi un autre point d'entrée pour ces élèves-là qui peuvent très, très bien comprendre ou saisissent possiblement plein de concepts mathématiques, mais lorsqu'on les confronte à un obstacle langagière, parfois, c'est plus difficile. Donc, ça leur permet de faire ça. Donc, donne aussi à tous les élèves de communiquer efficacement dans un langage mathématique. Aussi, c'est clair que la communication fait partie de notre grille d'évaluation adaptée, donc appuie notre politique d'évaluation, nous permet même possiblement d'aller apprécier la utilisation du français oral en salle de classe et favorise l'apprentissage efficace des mathématiques. C'est démontré par la recherche. Lorsque les élèves peuvent en parler, c'est qu'ils maîtrisent, sensiblement ce qu'ils disent. Donc, qu'est-ce que c'est une conversation mathématique? Okay? Les élèves, donc, lors d'une conversation mathématique, les élèves travaillent en étroite collaboration, en petits groupes. Ils participent à la discussion, ils se parlent, ils comparent leurs solutions et leurs stratégies.
ils discutent d'un problème avec l'enseignant ou un autre élève. Les enseignants utilisent le temps d'attente pour soutenir la réflexion de l'élève. Donc ici, ce n'est pas l'enseignant qui va diriger la conversation de mathématiques forcément. On veut donner un temps de réflexion. Du silence, parfois, c'est très, très bon. Et susciter une réflexion profonde. Puis, qu'est-ce qu'on peut entendre? Donc, à quoi? Donc, ça ressemble à ça. Puis, donc, qu'est-ce qu'on devrait entendre? Bien, on devrait entendre ou voir les élèves réfléchir, répéter, résumer, reformuler, traduire, s'appuyer sur la réflexion de l'autre. Donc, vraiment faire du pouce sur l'idée de l'autre. L'enseignant, lui ou elle, doit utiliser les idées des élèves, les erreurs des élèves comme outil d'apprentissage. Donc, vraiment, il faut bâtir sur la compétence collective de la salle de classe et oriente ses réponses en encourageant à poser des questions et sur la réponse d'un autre élève. Merci. Donc, une conversation mathématique, qu'est-ce que ce n'est pas? Mais une conversation mathématique, ce n'est pas une conversation occasionnelle et non intentionnelle entre l'enseignant et un élève. Donc, on n'est pas en train de dire, bon, ben, sors ton devoir, on fait la résolution de problème, page 32, numéro 4. Ce n'est pas un travail autonome ou en diade au siège, même si les élèves vont discuter de mathématiques, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce n'est pas une conversation. Donc, vraiment, la conversation de mathématiques doit être au centre de l'apprentissage et pas, comme qu'on connaît, un travail en diade. OK? Donc, ce n'est pas de l'enseignement qui explique une procédure mathématique. Donc, ce n'est pas de l'enseignement explicite, finalement, une conversation mathématique. Puis, ce n'est pas où est-ce qu'un élève pose une question sur un devoir ou sur une procédure, une date limite. OK? Donc, c'est vraiment, ce qu'on a dit tantôt, c'est très intentionnel. Puis, c'est pour vraiment bâtir la compétence collective de la salle de classe. Donc, des conversations mathématiques dans la salle de classe. Donc, lorsque les élèves commencent à se familiariser avec un concept, la conversation mathématique va activer les connaissances antérieures et oui, merci. Donc, va activer les connaissances antérieures, va recueillir des renseignements sur le niveau actuel de compréhension et les façons d'apprendre de l'élève. Donc, un exemple de questions qu'on pourrait entendre, c'est comment pouvez-vous me montrer votre façon de penser? Quel terme ou quel vocabulaire mathématique peut décrire cela? Ça peut être des questions qu'on entend pour activer les connaissances. Lorsque les élèves progressent dans leur apprentissage, on pourrait entendre des questions comme la suivante, donc pour rendre les mathématiques plus explicites. Donc, comment avez-vous représenté votre raisonnement? Comment pourriez-vous expliquer votre façon de penser à quelqu'un qui vient d'apprendre cela? Comment le savez-vous? Pourquoi avez-vous représenté le problème de cette façon? Okay, donc, c'est tous des exemples. Donc, c'est vraiment pour approfondir, aller chercher le pourquoi, comprendre le raisonnement des élèves. Et lorsque les élèves sont impliqués dans leur processus, sont plus à l'aise, les conversations devraient aider les élèves à faire des transferts entre les autres contextes et les autres matières. Donc, toute notre grille MA1, MA2, MA3, là, où pouvez-vous voir ces mathématiques à la maison? Est-ce que vous pouvez voir ça dans d'autres endroits? Quels autres savoirs mathématiques s'y rattachent? Donc, quels autres concepts peuvent s'y rattacher? Donc, tout l'enseignement spiralaire là, peut rentrer ici. Là. Exiger des justifications. Donc, cela, est-ce que c'est toujours vrai? Donc, ce que tu as découvert là, est-ce que c'est toujours vrai? Comment le sais-tu? Puis Christine va en parler tantôt avec un exemple. Puis, elle peut aussi promouvoir la métacognition. Donc, quelle a été la chose la plus difficile dans cette tâche? Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais encore résoudre ce genre de problème? Okay? Donc, toutes des questions qui amènent les élèves à un prochain niveau. Et je cède maintenant la parole à Christine qui va nous présenter les tâches et les expériences de résolution de problèmes comme 4e stratégie à fort impact aujourd'hui. Merci, Eric. Et donc, je vais parler en anglais, s'il vous plaît, mais je comprends français et vous pouvez poser des questions ou des commentaires en français si vous voulez. So I'm talking about problem-solving tasks. And the first thing that I think I should emphasize is that these are not just the word problems in a textbook at the end of the chapter. We're really talking, particularly around the grade 9 and around the de-streamed course,
about providing what I call rich tasks or tasks that have multiple entry points. Sometimes they're called low floor, high ceiling, because that way many students are able to enter into this task using a variety of different kinds of strategies. So the idea is that they are accessible to students. And so all students are able to engage. It's not as though, yes, you can do rich tasks, but you must do practice. Everybody should be engaged in these rich tasks. So as administrators, when we walk by that classroom, we want to see everybody engaged in those kinds of tasks, because everybody should have the opportunity to reason, to communicate, to represent, to justify their thinking. All of those mathematical processes that we know develop conceptual understanding and procedural fluency. Those are not just those should not just be allowed for the few, they are allowed for all students. So these are really used to introduce concept, or they could build on prior knowledge, or they could incorporate student ideas or consolidate learning. But the idea is that sometimes problem-solving tasks might be used at the end of what we might call, at the beginning of what we might call a unit, not just at the end. And I think that's important to emphasize, and that it's not just kind of a culmination of learning, that actually it can be at the start of a learning. If we go to the next slide, we'll actually see one of my favorite problems. This is called the painted cube problem. And I think that this problem emphasizes many of the things that Eric has already talked about. I have used this problem from grade 6 to grade 11. I've used it with principals, I've used it with parents, I've used it with many different people. So I know that it has multiple entry points, that everybody is able to start at a certain point. So the idea is that we build a cube out of that 3 by 3 by 3 cube out of linking cubes. So there we get those use of mathematical thinking tools. I can't do this task myself unless I actually build it and tear it apart and think about it. And the idea is that we dip this cube in paint. And when it comes out, we talk about, so which cubes have one side painted, which have two sides painted, 3 no sides painted. And then we start to develop some patterns and relationships. We're not doing this task together right now because this is the kind of task that would take quite a bit of time. You can work on it tonight if you want. But it would take quite a bit of time, and different people go different places with it, depending on their previous experience, their previous math knowledge, but everybody is able to engage in this problem. It's another thing about this problem is it stimulates those math conversations that Eric talked about. So as students work together, they compare different strategies. What did you get? How did you do it? What made you think about that? So they engage in those kind of strategies around conversations. And as a teacher circulates, the teacher prompts and probes with different kinds of questions, not to take away the student thinking, but to enhance the students' thinking and build on the students' thinking. It's really important that they support the students' thinking rather than dismiss it and give them their own way of solving a problem. On the next slide, I emphasize the idea that this is not easy. So you as administrators really need to think about, one is this happening in classrooms, but the other is how can I help to support teachers? Because facilitating rich problem-solving tasks is challenging. It could be new for teachers. It is difficult to prescribe exactly how it's going to go because we actually are building on student thinking. The teacher doesn't know what mathematical ideas might emerge. They're often surprised. They think they know, but sometimes other kinds of things pop up. And the teacher needs to know what to do with them. How do I listen? What question do I ask next? What I've found in my research is actually that when teachers work together on using problem-solving tasks, even the same problem, it helps them. So they get together, they decide, let's try out this problem. Let's work together. 3 teachers are trying it in their grade 9 class. Before we try it out, let's anticipate, what do we think students are going to do? What are the variety of ways they might solve it? Okay, now let's go to class and let's observe. Let's monitor. Let's see what kinds of strategies. And then let's reconvene and talk about them.
I actually think that a problem-solving task spread over a couple of days is a really good idea because it gives the teacher time to reflect on these student solutions that are emerging. One resource I often recommend to teachers, and I've used a lot with teachers, is a book called The 5 Practices for Orchestrating Mathematical Discussions, as it actually highlights some of the processes. It gives a bit of a framework for the teacher to use these tasks. Many of your teachers might be using the Thinking Classroom from Peter Liljedahl. You might have gone to those workshops. And I find the Thinking Classroom idea, along with this 5 practices, is really kind of a good way to proceed. Because I find quite often teachers have trouble getting started, but they also have trouble wrapping it up at the end. So consolidating. So this gives some suggestions as to how to, this resource I mentioned, the 5 practices for orchestrating math discussions. And then I have a quote right here from the resource that we actually are talking about, the high impact instructional strategies, that actually refers to this other resource. Because it talks about that the teacher needs to actually anticipate what the students might do, because that would help the teacher select and sequence which particular solutions they will focus on that reflect the kinds of solutions that the students, all of the students, have actually come up with, rather than privileging some solutions over others. It actually is trying to kind of highlight some solutions that would reflect the work of all of the classroom. And to really value that student thinking, which is a really important thing, particularly if we're supporting social and emotional learning. So on the next slide, I just really kind of sum some things up, that the idea is that these rich tasks really offer a space for students to have those mathematical discussions and conversations that Eric just spoke about, and really help to kind of highlight the students' thinking. It provides a space for students to have diverse different ways of solving the problem and different ways of thinking. And I really want to emphasize that what we're trying to do is provide space to students in classrooms to be able to test out their different mathematical ideas and to feel like it's a safe space to share those ideas with their colleagues, with their fellow students. But we also need to think as administrators, how do we create a safe space within the school for teachers to try out different kinds of ideas, that it's a risk-free place where they can work together to develop their own pedagogical repertoire and to be able to develop some of these high impact instructional strategies. Because the first few times that they try them out, they're going to be a challenge and they might not always work out exactly as they predicted. So as we move forward, I think we need to think about some of those kinds of things. And now back to Eric. Oui, merci beaucoup, Christine. Je pense que ce que je vais rajouter sur la présentation de Christine, c'est que pour être en mesure d'avoir des extensions qui sont quand même significatives, puis de reconnaître les connaissances mathématiques des élèves, puis de savoir de où ils viennent. Donc, ça demande finalement une bonne compréhension de la part de l'enseignant, de l'enseignante, du fil conducteur des curriculums et du programme cadre, je ne vais pas dire de la maternelle jusqu'à 12e parce que c'est difficile de demander ça à tous nos enseignants, mais nos enseignants de la 9e année devraient bien comprendre ce qui a été enseigné en 7e année et en 8e année et saisir aussi où l'élève s'en va pour donner des extensions qui sont appropriées. Donc, à ce moment-ci, on ouvre la discussion avec donc 3 questions. On vous invite pendant la discussion de... Je m'excuse. On vous invite pendant la discussion de nous donner des exemples que vous avez observés de ces pratiques dans votre école si vous êtes à mettre en œuvre déjà au premier quadrimestre, au premier semestre, le cours décloisonné en mathématiques. De nous dire comment vous avez appuyé vos enseignants à se familiariser avec cette pratique et comment allez-vous poursuivre votre appui cette année, si ça s'adresse à vous. Et à ce moment-ci, vous pouvez soit le clavarder, ouvrir votre caméra. Je veux dire, on est peu nombreux, donc je vous invite à prendre la parole.
Ça peut être aussi comme qu'est-ce que vous avez mis en place pour, par exemple, donner de la place à vos enseignants d'essayer des choses en toute sécurité sans se faire juger si ça ne fonctionne pas. On a parlé de créer des environnements sécuritaires pour nos enseignants. Parce que c'est nouveau, hein, le décloisonnement, ces cours-là, c'est un nouveau curriculum. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, soit dans votre conseil, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des directions de services pédagogiques qui sont avec nous ou qu'est-ce que vous avez à faire comme formation. Partagez ce que vous faites dans vos écoles ou dans vos conseils pour donner des idées aux autres. En attendant, peut-être que ça peut stimuler. J'ai une rencontre aujourd'hui avec une direction d'école secondaire à Ottawa. Puis cette direction a 8 cours de MTH 1W cette année, donc dans son école. Et elle est en quadrimestre. Donc, comme pratique, elle a décidé de donner au moins un cours de maths 9e année à chacun de ses enseignants, peu importe son ancienneté, peu importe s'il est roi. Donc, toutes ses profs de mathématiques ont un cours, une section de maths 1W. Puis, elle a décidé de donner une partie de sa période aérée à un enseignant, donc pour des mathématiques. Donc, une enseignante qu'on peut nommer Lee, là, si vous voulez, en mathématiques pour appuyer la mise en œuvre. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle pratique pour une école d'Ottawa. Sylvain? Oui, salut, excusez, je vois pas la caméra. Au niveau du CLC Providence, on a commencé la mise en œuvre l'année passée avec une sensibilisation. Puis on l'a fait par un cartoon, à travers un Powtoon. On a présenté une élève qui s'appelle Emily, qui se dirige vers les mathématiques 9e année, de son transfert vers la 9e année, et donc qu'est-ce qu'elle va vivre, qu'est-ce qui peut l'attendre et tout ça. Et on a continué ce parcours d'Emily avec où est-ce qu'elle est rendue maintenant dans la journée pédagogique qui a eu la semaine passée, le 8 octobre. Donc, certains enseignants ont été retenus, ceux qui sont directement impliqués dans les maths décloisonnés, ont été retenus dans une partie de la journée pédagogique avec une conseillère pédagogique pour continuer la progression, les discussions, les embûches, les inquiétudes et tout ça. Et le reste du personnel ont été apportés à vivre. C'est quoi les mathématiques à travers toutes les matières, à travers l'historique des mathématiques. Donc, puis je ne prends pas le crédit, là, c'est vraiment mon équipe pédagogique qui ont eu les idées fantastiques de faire ça. Mais ça nous apporte vraiment à réfléchir qu'est-ce que ça a l'air, qu'est-ce qu'on fait. Alors, on a eu des commentaires négatifs. Je dois dire que les objectivations n'ont pas toutes été positives. Non, Sylvain, tu m'amènes à penser, puis j'apprécie ton intervention parce que tu sais, de réfléchir où sont les mathématiques dans toutes les matières, c'est aussi de comprendre que d'ici quelques années, l'ensemble des cours de 9e et de 10e possiblement vont être décloisonnés. Donc c'est le début de cette réflexion-là est plus que sage avec les équipes. Puis en plus de ça, on avait la même discussion aujourd'hui en équipe pédagogique par rapport au codage. Mais tu sais, le codage, est-ce que c'est réellement quelque chose qui appartient aux mathématiques ou est-ce que ça s'intègre dans d'autres matières? Parce qu'éventuellement, lorsque les curriculums vont être révisés, ça va être dans l'ensemble des matières, tout probablement. Donc, oui, c'est une belle approche ça, de voir où sont les points de C'était une de nos idées, c'était de voir, comme, regarder le programme cadre décloisonné, que ça a l'air, parce que ça s'en vient dans d'autres. Donc, commencer à accepter qu'est-ce qui s'arrive. Yeah. Sylvain, as-tu senti qu'il y a beaucoup de réticence encore ou est-ce que les gens ils embarquent un petit peu à compte-gouttes? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a tellement de choses qui se passent avec le COVID et tout, mais je veux dire, est-ce que dans vos écoles, les gens, est-ce qu'ils embarquent un petit peu plus? Dans nos régions, les journées pédagogiques sont vraiment divisées. En fait, la même journée pédagogique, la matière va se répéter sur 3 temps là, pendant 3 mois. La première a été vendredi dernier. Je dois dire, ça a été partagé. Certains ont dit oui, c'est beau, on embarque. D'autres ont dit quoi? Parce que c'est mandaté par le ministère, on doit faire ça. Oui. On deal avec tout ça. Là. Ouais.
Merci pour ton intervention. Samer, ou Juliane, merci d'avoir allumé vos caméras. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ben, je pourrais partager au niveau de Viamonde au service pédagogique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a initié d'abord un travail durant l'été dès que le nouveau programme est sorti. Et puis, on a mis une équipe pour s'approprier et produire des apprentissages essentiels au niveau de ce programme. Ensuite, on a fait ce qu'on a appelé des instituts d'été au mois d'août, avant le retour, là. Et on a lancé tous les profs de 9e on a donné 2 jours de formation et puis on a mis une équipe. Et cette même équipe, elle continue le suivi avec tous les profs de 9e tout le long de l'année. Ils ont des rencontres, les accompagnent. Puis, en nombre de codage tout à l'heure, c'est vrai que il relève que c'est une des appréhensions que les gens soulèvent de comment faire. Mais grosso modo, c'est le système qu'on a mis en place pour l'accompagnement cette année. C'est sa mère. Juliane, est-ce que tu avais... Oui? Oh, pour moi, je vais être honnête. Donc, direction au niveau d'une école secondaire. Puis, je peux dire, c'est ma première année de retour au secondaire. Donc, vraiment, quand je m'ai joint à la session, c'était vraiment comment est-ce que je serais en mesure d'appuyer mon personnel pour les cours de mathématiques. Mais nos cours de mathématiques 9e sont vraiment au 2e semestre. Donc, j'en ai un en ce moment, mais vraiment, les autres sont tous au 2e. Donc, mais pour moi, c'était quand je m'ai joint, j'ai besoin d'apprendre davantage par rapport au nouveau programme cadre mathématique. Donc, vraiment, c'est pour ça que je voulais vraiment écouter la présentation aujourd'hui. Merci, Juliane. Merci. Puis, Juliane, on t'invite à participer. Il va y avoir d'autres apps, là? Ou est-ce que c'est que. Alors, on t'invite à chaque fois. Tu es la bienvenue. Pas de problème, ça me fait plaisir. J'ai vu que Martin, tu avais désactivé ton micro. Est-ce que tu voulais intervenir? Oui, c'est juste pour dire que j'apprécie la rencontre. Moi, l'objectif de ma participation, c'était pour voir comment le nouveau programme de mathématiques se vit un peu dans les autres écoles. Moi, je suis dans une grosse école secondaire, 1200 élèves, 2 adjoints, tout ça. Je ne suis pas responsable du volet mathématique, puis je voyais ça comme étant un moment rapide pour voir comment ça s'implantait un petit peu ailleurs, puis aller chercher des échos un peu de ce nouveau programme-là. J'en entends parler à travers les branches, mais j'ai mes propres dossiers là, à suivre. Donc, à ce moment-là, je le laisse de côté, mais je vois ça comme étant une heure intéressante pour aller m'informer puis aller me documenter un petit peu plus. Donc, merci pour l'organisation de la soirée, mais je peux pas contribuer plus que ça là, à vos discussions. Non, mais c'est correct, Martin. Garde, en fait, vu que Juliane et Martin viennent de dire qu'ils cherchent des stratégies ou des réflexions, on a une direction d'école, justement, celle dont je parlais, là, que c'est 8 cours, c'est 8 profs qui sont aérés. Il y a une chose qu'elle nous dit, que les profs nous disent, peut-être que ça peut vous aider, c'est que de suivre la planification en spirale qui a été élaborée par le CECCE, je crois, pendant l'été. Elle est excellente, la planification. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas bonne, mais que de la suivre en spirale puis d'aller en profondeur, tout comme la planification le demande. Donc, la première spirale a pris 14 cours, mais 14 cours en quadrimestre, ce qui est 28. C'est 28 périodes, là. OK? Donc, les 2 enseignants, après 28 périodes, qui serait l'équivalent d'1 mois d'école, on dit, OK, on ne peut pas aller en profondeur comme qu'on souhaiterait aller. Donc, 2 enseignants très chevronnés, des anciens conseillers pédagogiques ont pris la décision, OK, on va fractionner la spirale, on va peut-être aller plus en surface, mais en surface solide que d'aller en profondeur comme la spirale le demande. Donc, peut-être là, un petit heads-up, parce que si vos enseignants vous disent que suivre la planif, c'est très onéreux point de vue de temps, puis aussi, là, au niveau des directions d'école, sachez là, que si l'enseignant planifie réellement la spirale comme qu'on suit dans la planification, puis qu'on donne des choix à l'élève, ça peut prendre beaucoup de temps de planification de faire ça. Donc, d'en être conscient quand vos équipes écoles vont être en train de commencer à mettre en œuvre. OK? Donc, s'ils sont seuls, là, moi, ça serait un drapeau si j'étais vous. Là. OK.
Puis, Oui. Juliane, si je peux rajouter, parce que je porte d'autres chapeaux, hein, j'ai différents contrats. Je travaille pour le centre Franco, l'ancien CFORP, puis on est en train de développer justement un cours, le cours décloisonné, le nouveau cours de 9e année, et ça s'en vient. On travaille le plus vite qu'on peut, évidemment. On fallait embaucher là, des gens pour travailler là-dessus. Fait que Julie, ce qui va peut-être te sauver, c'est qu'il va peut-être avoir plus de ressources ou plus de choses qui vont être sorties pour tes profs au 2e semestre. Tu sais. Fait que ça s'en vient. J'ai vu que Linda a allumé sa caméra. Linda, tu voudrais-tu contribuer? Tu as un beau bureau, en tout cas, des belles fenêtres. Je sais pas, t'es où? Ouais. C'est pas mon bureau, c'est à la maison. On vit sur le bord ben, there you go. Ce que vous voyez, c'est mon gazebo l'arrière. Moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est ça. On est un petit conseil dans le nord de l'Ontario. On a une très grande superficie. Je parle de Grande-Rivière. Donc, c'est très difficile avec la pénurie d'enseignants d'essayer de regrouper les gens. Mais certainement, lors des journées pédagogiques en début d'année, on a parlé de décloisonnement, ça c'est clair, on est revenu à la base. Pourquoi on doit décloisonner? Quels sont les avantages pour l'élève? Puis à partir de là, on a intégré quelques stratégies à adopter. Mais une chose qu'on a fait, par contre, vu nos grandes distances, c'est de s'assurer, nous autres, on est un conseil office, donc de s'assurer, on a créé une conférence Teams pour tous les enseignants qui sont un petit peu partout sur le territoire pour se partager des pratiques, des ressources, des choses, leur permettre d'échanger, de converser sur différents éléments du cours. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait, bien sûr. Et puis, la ressource que le ministère avait publiée pour les parents, j'ai encouragé chacune des directions, moi je suis direction de service, là. Donc j'ai encouragé chacune des directions d'école à en donner une copie à leur personnel qui enseigne les maths parce que ça ramène les choses à la base, puis la raison d'être du décloisonnement, puis je trouve que c'est important que les gens puissent tisser des liens avec ces raisons d'être. Je voulais partager. Super. Merci, Linda. Puis, donc, la ressource que le ministère a publiée, juste pour s'assurer qu'on a le bon nom, le bon hyperlien, peut-être, Pierre, dans un compte-rendu. Est-ce que tu pourrais juste nous nommer la ressource, Linda? Ah non, je ne pourrais pas faire ça, mais je peux trouver le lien. C'est vraiment la ressource pour les parents. C'était 2 pages à peu près que moi, j'ai fait produire, j'ai fait imprimer en genre de dépliant pour les parents. Et puis, je sais que nous autres, on est petits, là, on peut faire ça, imprimer des copies pour les parents. À Ottawa, on ne peut pas faire ça avec les nombres que vous avez, mais on peut l'envoyer par courriel. Oui, c'est le guide à l'intention des parents, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Parfait. Donc, je vais mettre l'hyperlien, Pierre. Oui, mais je vais juste montrer. À la fin, j'ai partagé le lien vers la présentation et la dernière, une des dernières diapos, l'avant-dernière diapo. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait là? Attends une minute. Désolé. Si je fais ça. OK. Sur l'avant-dernière diapo, on a créé un document qui s'appelle où on regroupe toutes les ressources possibles, comme par exemple à fort impact, c'est sûrement déjà là-dedans. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez ouvrir. Vous avez reçu le lien vers la présentation. Puis allez le mettre dans vos bookmarks là, parce qu'on va constamment rajouter, quand on a justement une nouvelle ressource qui vient de se rajouter, on va aller le rajouter à cet endroit-là. Donc, ça va être un endroit central où il y aura plein de ressources que vous pouvez ensuite partager avec vos enseignants, puis même vos parents, si jamais, là, il y a des ressources pour eux autres. Alors, ça c'est super. J'ai mis un lien, je vous demanderais vraiment 2 minutes, là, c'est clic, ça va vous prendre 2 minutes, de ne pas oublier, merci Eric, je vois que tu as mis le lien vers ce document-là, mais Eric, tiens-en compte parce que s'il n'est pas dans notre document de ressources, c'est une bonne idée de le mettre. J'ai mis le lien d'un formulaire d'appréciation pour la session d'aujourd'hui. Pourriez-vous, s'il te plaît, parce que ça nous aide avec nos statistiques avec le ministère. Évidemment, on reçoit des subventions, n'est-ce pas, pour offrir ces webinaires-là. Alors, si vous pourriez juste aller mettre prendre 2 minutes pour faire ça, ça serait bien apprécié.